Ok, Madame Kavira, avec Kaviro, vous avez la parole. Je suis Madame Nicole Kavira, coordonnatrice du mouvement des indignés, mais je suis professionnelle de santé et de formation. Et je suis originaire de Béni et j'ai eu à vivre aussi à l'est du pays. Et c'est la persistance de l'insécurité qui a fait que nous puissions venir à Kinshasa pour chercher à résoudre les problèmes de chez nous, à l'Est. C'est un honneur pour nous, le mouvement des indignés de la situation sécuritaire, de venir témoigner devant vous des atrocités qui se déroulent dans notre pays, plus particulièrement à l'Est. En tant qu'indignés, victimes, rescapés de ces atrocités qui sont quotidiennes à Béni. Nous continuons à mener la lutte pour faire pression aux autorités du pays et du monde afin de rétablir la paix et obtenir reconnaissance des génocides congolais, des génocides des Congolais, tout en réclamant l'instauration d'un tribunal pénal international sur la RDC afin que les auteurs répondent de leurs actes. Aujourd'hui, plus qu'hier, c'est une avancée dans la compréhension de ce qui se passe dans la partie orientale depuis plus de 2 décennies. Il y a peu une tendance quasi générale se laissant emporter dans des considérations qui visaient à détourner l'opinion publique de la réalité sur terrain. Moins de sources parmi lesquelles le groupe des indignés ne cesse de dénoncer les tueries d'une cruauté extrême contre les populations civiles. Même dans les environnements proches des campements des unités des forces armées congolaises ou des contingents militaires de la mission de l'ONU pour la sensibilisation du Congo, pour la stabilisation du Congo, je m'excuse. Aujourd'hui, après le diocèse de Butembo-Beni et les cardinals Fridolin Ambongo, c'est le tour du président de la République de dénoncer clairement et en intelligible voix la balkanisation en cours de réalisation et dont l'une des manifestations n'est autre que les massacres à répétition en vue de contraindre les populations à abandonner leurs terres ou tout au moins de les céder dans des conditions où elles vont finir par s'apercevoir que Kinshasa n'a aucun souci pour elles. Je vais essayer d'illustrer un exemple parce que je suis activiste. Un jour, j'ai parlé de la persistance, j'ai dénoncé la persistance de l'insécurité chez nous à l'Est et une dame de l'Ouest me dit « Mais s'il y a insécurité là-bas, pourquoi vous restez là-bas? Quittez là-bas, venez rester à l'Ouest. » J'ai vite réalisé que la question de l'Est, vraiment, je remercie beaucoup l'organisateur, M. Moulumba, concernant la conférence d'aujourd'hui. L'Ouest, jusque-là, n'arrive pas à saisir l'essence ou à maîtriser les plans là de balkanisation que l'ennemi du Congolais a mis sur pied. Selon l'Ouest ou selon les personnes moins informées, ils pensent que nous restons là-bas, donc c'est nous-mêmes qui voulons qu'on nous égorge, qu'on nous tue, parce qu'il suffit d'aller à l'aéroport, de prendre l'avion et de venir vivre à l'ouest du pays. Nous sommes attachés à nos cultures, à nos origines. Nous sommes un peuple nous vivons de l'agriculture, de l'élevage, nous sommes à l'aise, nous sommes bien dans nos provinces. Nous n'avons pas besoin de quitter là-bas parce qu'on nous tue et de venir ici. Et le fait de refuser même de céder nos terres pour venir ici, c'est la raison pour laquelle il y a toujours persistance des atrocités et des tueries à Béni, ville, Béni, territoire, tous les villages qui entourent la ville de Béni et allons même jusqu'à Lubero et Rutshuru. Tout
tout en encourageant les efforts entrepris depuis octobre 2019, après que le mouvement des indignés ait fait un grand sit-in devant la présidence de la République pour exiger à ce que les présidents pour qu'ils s'impliquent dans l'immédiat afin que la question de l'Est soit résolue. Et aussi, après cela, nous avons constaté qu'on a eu à lancer les offensives. Les offensives ont été lancées depuis décembre, si je me souviens bien, en 2019 à l'Est du pays. Mais les pertes continuent à être enregistrées du côté de la population civile, jusqu'à ce que la société civile de Beni et de l'Ituri même s'est posé la question de savoir si les offensives ont été lancées contre cette population civile ou c'est contre les rebelles. Parce que normalement, ces offensives, c'est pour traquer les rebelles, mais les résultats escomptés sur terrain, nous enregistrons encore plus de pertes du côté de la population civile. Alors, du côté de la MONUSCO, nous sommes aussi partis là-bas en tant que mouvement des indignés. Je remercie les intervenants qui ont cité aussi la MONUSCO, le rôle de la MONUSCO par rapport au retour de la paix ou à la stabilité même du pays. La MONUSCO est accusée d'inertie. En fait, elle est là, selon la population de l'Est, elle est là, elle vient prendre les images. Là, l'ennemi a déjà fini de nous déchiqueter, de couper, de violer, de ventrer. Et la MONUSCO vient pour prendre les images et montrer seulement que non, voilà, il y a eu une incursion rebelle, on a égorgé les gens là-bas. Alors que sa mission, sa résolution même, on a été avec lui dans son conseil de sécurité avant son renouvellement des mandats. Alors, il est là, il dit qu'il accompagne les FARDC, il va prêter main forte pour traquer l'ennemi, pour chasser l'ennemi. Mais nous sommes abasourdis, stupéfaits de voir qu'elle n'intervient pas, mais elle vient seulement prendre les images. Là, l'ennemi a déjà fini de faire son sale besogne. C'est ici l'occasion d'encourager la tenue de plusieurs conférences de ce genre et de dire que la réalisation du projet de balkaniser la RDC risque de se faire malheureusement en complicité avec certains compatriotes congolais à la solde de l'ennemi et dont les seuls soucis c'est l'enrichissement illicite et rapide au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Car il est connu de plusieurs rapports de la société civile et des organismes internationaux que nos institutions ainsi que nos structures sécuritaires sont infiltrées au sommet jusqu'à la base. Que nombreux officiers militaires s'adonnent à l'affairisme et aussi les brassages et les mixages étant de mode d'intégration maximale des infiltrés. Et malheureusement, une forme de gratification de tueurs et autres commanditaires bien connus ici et dans les pays voisins. Sans vous prendre trop de temps, le mouvement des indignés vous rassure de la poursuite de son combat pour la paix et la réparation afin que les victimes de ces atrocités retrouvent justice. Je veux atterrir en formulant 2 recommandations. Nous ne comprenons pas et nous n'arriverons toujours pas à comprendre cette reddition des chefs rebelles au sein de l'armée congolaise. Les brassages et les mixages des ex-chefs rebelles, c'est une opération qui continue jusque-là à fragiliser les FARDC. Comment voulez-vous que tel monsieur qui est bien connu, bien identifié, a sémé terreur, est responsable de plusieurs massacres et atrocités, kidnapping, prise d'otages, et qu'on vienne informer à cette population que c'est cet officier-là, c'est celui-là qui viendra mener des offensives dans cette zone, qu'il le connaît très bien que c'est celui qui a tué là-bas. La confiance risque de ne pas être... La population risque de ne pas croire à ce qu'on a vraiment le souci de finir cette insécurité.
La MONUSCO nous parle de 14 000 casques bleus déployés dans des zones insécurisées. Les FARDC dernièrement nous parlaient de 21 000 éléments. Nous pensons que toutes ces deux structures, les FARDC et la MONUSCO, doivent prendre leurs responsabilités. Arrêtez avec les paroles seulement, mais nous voulons, nous les ressortissants des Béni ou de l'Est du pays, nous voulons des actions concrètes. Nous ne voulons plus d'entendre qu'il y a autant d'éléments déployés, mais nous voulons palper du doigt le travail de la MONUSCO et de nos FARDC. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nicole Kavira. Maintenant, c'est le tour de honorable honoraire et Sambo, un ancien député du Sud Kivu. Bien. Une fois de plus, bonjour tout le monde. De ma part, il m'a été demandé de parler de l'état des lieux de la situation sécuritaire au Sud Kivu. Étant donné que le temps m'imparti est très limité et au regard des dégâts enregistrés sur terrain, je vais survoler la situation dans la partie nord du Sud Kivu et je m'attarderai sur la situation dans le sud-sud, c'est-à-dire dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. S'agissant de l'axe nord de la province, les hostilités sont moins inquiétantes car moins tueuses que dans le triangle de la mort. Ce qu'on appelle triangle de la mort, ce sont les trois territoires Uvira, Fizi et Mwenga, c'est-à-dire au Sud Kivu. Dans cette partie du pays, de la province, il est toutefois observé quelques incursions des Raïa Mutomboki dans le territoire de Chabunda et une partie de Mwenga, celle des milices Pareko et des FDLR dans Calais, des Moudoudou 40 dans le Walungu et des FDLR à Ninja dans Kabare. Quant au territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga, collectivité d'Itombwe principalement, ils sont devenus l'épicentre des conflits au regard des groupes armés internes et externes ayant fait de ces lieux leurs états-majors. Par le biais des groupes armés Ngumino et Tuguaneo pour les Banyamulenge et les Maïmaï pour les autres tribus dites autochtones, les communautés de ces territoires se battent régulièrement dans les hauts et moyens plateaux. Il y ressort des informations reçues des responsables sur terrain, chefs de groupement, chefs de collectivité et autres, que les miliciens Banyamulenge sont renforcés par les rebelles burundais, Red Tabara, Forebu, FNL et rwandais de Kayumba Nyamwasa, des mercenaires d'origine érythréens, somaliens et j'en passe. À ceci s'ajouteraient des militaires et officiers véreux qui ont fait défection au sein des FARDC. En ce qui concerne les méfaits de ces conflits visant pour les Ngumino l'occupation des terres des autochtones et pour les Maïmaï la défense contre cette occupation, nous pouvons citer entre autres, évidemment je vais peut-être vous épargner des commentaires parce que le temps file vite, ça a été dit par les amis qui m'ont précédé, mais je rappelle qu'il y a eu beaucoup de tueries ciblées des chefs coutumiers et de notabilités influentes, il y a eu des incendies de maisons et villages, il y a eu des viols et toutes formes de violences faites aux femmes et aux enfants, il y a eu des sévices corporels tels que les mutilations, les amputations, les décapitations, ainsi de suite. Somme toute, il s'agit de la logique de la terreur pour obtenir le déplacement massif des autochtones de leur milieu d'origine
au profit des immigrés rwandais. Malheureusement, cela se passe sous le regard indifférent de la communauté internationale qui prête flanc au discours distillé par ces immigrés qui relaient la thèse de la victimisation d'un peuple en voie d'extension. Il est ainsi permis de dire qu'il s'agit de guerres de dépeuplement préparant au mieux les conditions de la balkanisation. Toutefois, il y a lieu de relever que les velléités de la balkanisation remontent de très loin dans notre pays. Elles ont commencé à apparaître quelques jours après la proclamation de l'indépendance du pays, mais elles ont toujours rencontré une opposition farouche, aussi bien des divers dirigeants qui se sont succédés à la tête de ce pays que de la population congolaise dans son ensemble. En effet, déjà l'hymne national incarne à travers des vers la force qui pousse chaque citoyen congolais à veiller sur l'unité, sur l'espace vital commun. De deux, il y a les pères de l'indépendance, tels Lumumba Kasavubu, qui n'ont cessé de crier haut et fort en faveur de la consolidation de l'unité nationale. Ils ont même fustigé les tentatives de la balkanisation du Congo que voulait amorcer la Belgique, ou même qui était même déjà amorcé par la Belgique, au Katanga et au Kasaï. Troisièmement, il en a été de même pour le feu Kabila Laurent, qui, avec son serment ne jamais trahir le Congo, tenait à consolider dans l'âme du Congolais une flamme qu'il doit porter de génération en génération, et que face à toute forme d'insécurité créée par les ennemis du pays, par certains pays voisins et autres fils égarés, nous devons nous prendre en charge. C'est dans la suite de cet idéal que le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, a mis toute son énergie à unifier un pays qui était déchiré en morceaux par des guerres et dont chacun de ces morceaux avait son administration et ses services de sécurité. Il a aussi pacifié le pays, il a restauré l'autorité de l'État et a doté le pays des institutions démocratiques. Il a ainsi tenu en échec cette tentative de balkanisation. Quant au président actuel, Félix Tshisekedi, il a suffisamment fustigé la balkanisation dans son discours, notamment celui prononcé à l'occasion de 60 ans de notre indépendance. Il en est de même pour les hommes de l'Église, le cas de Fridolin, on en a parlé ici, en Bongo, le cas du président de l'ECC aussi, ça ce sont les hommes de l'Église, ainsi que toute la population congolaise. Ils sont contre, qu'est-ce que je fais? Ils sont contre cette balkanisation. Et au point où, à ce jour, personne dans ce pays ne veut pas de la balkanisation. Personne n'est prêt dans ce pays pour que la RDC soit balkanisée. Je me suis limité ici au regard du temps m'imparti. J'aurais dû aller plus loin. Je crois que les discussions, les échanges après pourront faire en sorte que nous allons arriver à trouver des éléments qui n'ont pas été repris dans nos textes.
Je vous en remercie. Mboko yo Congo,